60 ans, il vient aux urgences. Donc, bon, il y avait toutes les dates, on ne va pas reprendre tout l'énoncé. Il venait pour des érosions buccales. Donc, il fallait raisonner sur le symptôme érosion muqueuse buccale. D'accord. On vous expliquait la fièvre, toute la chronologie, la prise des médicaments. Il a une petite atteinte dans les yeux plus récente. Quels sont dans le contexte les diagnostics à évoquer? Donc, la personne suivante. Alors, moi j'avais évoqué une toxidermie médicamenteuse avec atteinte inaugurale des muqueuses. Après, devant des érosions buccales, je sais pas, infection. Infection. Alors, qu'est-ce que tu connais comme Alors, elle a dit en premier, elle évoque une toxidermie à expression muqueuse, d'accord, qui commence par l'atteinte muqueuse. Très bien. Et ensuite, elle parle d'infection. Alors, qu'est-ce que tu connais comme infection qui donne des érosions des muqueuses, notamment muqueuses buccales? Oui, l'herpès. L'herpès. Très bien. Donc, ensuite, tu as d'autres hypothèses? J'ai envie de dire, c'est les deux principales. Il y en a d'autres qu'on peut évoquer, on va voir au vu du dossier. Il ne fallait pas non plus, si vous voulez, vous lancer dans le listing de toutes les causes d'érosion muqueuse. Et j'ai bien dit érosion et non pas ulcération muqueuse. Une ulcération, c'est lorsque ça creuse dans le derme. Une érosion, quand c'est l'épiderme, c'est m'a dit qu'il se passe au niveau de l'épiderme, d'accord? Quand vous avez une ulcération, c'est qu'il y a le derme qui est atteint. Donc, premier réflexe, de la même façon qu'un malade qui se gratte, vous penserez à la gale. Un malade qui a une érosion muqueuse, il faut penser à l'herpès. Toute symptomatologie muqueuse érosive doit vous faire chercher l'herpès. Premier réflexe, HSV1 ou HSV2. Il fallait évoquer en premier une infection virale par un virus de la famille herpès, en priorité HSV1 ou HSV2. Et deuxième réflexe en dermato, toute éruption cutanée ou tout signe cutané ou muqueux, vous devez toujours avoir le réflexe toxidermie, listing des médicaments que prend le patient. Donc là, on vous détaille dans l'énoncé les différents médicaments antibiotiques et non antibiotiques qu'avait pris le patient. Mais toute symptomatologie, toute sémiologie dermatologique, cutanée ou muqueuse, réflexe médicament. Parce que, évidemment, le diagnostic, c'est important de le faire. On peut évoluer vers une toxidermie grave. Le fait d'arrêter le traitement, on guérit de la toxidermie. Et parmi les toxidermies à expression muqueuse, vous avez le grand spectre des dermatoses bulleuses qui vont de l'érythème polymorphe avec atteinte muqueuse au syndrome de Steven-Johnson jusqu'au syndrome de Lyell. Donc le grand groupe des toxidermies bulleuses avec nécrolyse de l'épiderme. Et qui souvent démarrent uniquement par des signes muqueux et secondairement par des signes cutanés et après dans un tableau fébrile. C'était les deux principaux diagnostics à évoquer. Devant des érosions muqueuses aiguës ou subaiguës, toujours penser à une maladie auto-immune qu'on appelle le pemphigus vulgaire. C'est une maladie auto-immune où on fabrique des anticorps dirigés contre un antigène interkératinocytaire qui est la desmogléine 3, qui est surtout présent au niveau du corps muqueux malpighi des muqueuses. Et ça peut être de déclenchement aigu. Tout le reste, tout ce qui était toxique, chimique, lichen érosif ou d'autres maladies inflammatoires chroniques avec érosion muqueuse. On peut avoir des Crohn avec des érosions muqueuses, on peut avoir des lichens plans avec des érosions muqueuses. Tout ça sur la chronologie hyper aiguë, la symptomatologie fébrile et l'interrogatoire médicamenteux, ce n'était pas évoqué en premier. Donc c'était surtout toxidermie, infection virale et pemphigus par argument de fréquence devant des érosions muqueuses. Agranulocytose, elle demande la granulocytose, je l'avais mis, d'accord, il y avait des points dessus, mais la granulocytose, c'est plus. Donc il y avait un contexte d'hémopathie traité chez le malade. La granulocytose, c'est un tableau fébrile et souvent pas de point d'appel. Mais parmi les points d'appel devant un malade fébrile qui a la granulocytose, en effet, les signes muqueux sont au premier plan. Et donc en fait, c'est une mucite, ce qu'on appelle la mucite.
c'est en fait une inflammation qui peut aller jusqu'à l'érosion des muqueuses, mais qui n'est pas, qui n'est pas forcément liée à une infection, qui est en fait une diminution du renouvellement en fait, kératinocytaire au niveau muqueux. Je vous dis qu'il est hospitalisé. 24 heures plus tard, il a des lésions du tronc, maculeuse rouge vive. Quel est l'élément clinique indispensable à rechercher? Quel est votre diagnostic si ce signe est positif? Alors on va rechercher un signe de Nikolsky. Très bien. Et si c'est positif, ça va nous faire évoquer un syndrome de Lyell. Très bien. Donc il dit il a cherché le signe de Nikolsky. Alors quelle en est la définition et comment tu le recherches? C'est un décollement cutané en linge mouillé. Enfin. Donc le signe de Nikolsky, c'est un beau signe dermatologique, d'accord, clinique. C'est l'induction à la pression du doigt d'un décollement intraépidermique. Donc on induit un décollement superficiel et on met à nu l'épiderme. Donc on crée une érosion en créant une pression. Ça témoigne d'une fragilité intraépidermique. Est-ce que le signe de Nikolsky est spécifique du Lyell? Bien évidemment, la réponse est non, puisque toute maladie où il y a une fragilité intraépidermique, vous pouvez avoir un Nikolsky. Dans l'impétigo, l'impétigo est une maladie bulleuse, par clivage intraépidermique, vous pouvez avoir un signe de Nikolsky. Dans le syndrome d'épidermolyse staphylococcique, vous avez la toxine exfoliante du staphylocoque, c'est une forme en fait particulière d'impétigo, vous pouvez avoir un signe de Nikolsky. Dans le pemphigus, il y a des dépôts d'anticorps interkératinocytaires, l'épiderme est fragilisé, vous pouvez avoir un signe de Nikolsky. Voilà, c'est de la même façon que le phénomène de Koebner n'est pas spécifique du psoriasis, bah, le signe de Nikolsky n'est pas spécifique du Lyell. Donc généralement, ça se cherche en peau périérosive ou péribuleuse, d'accord, ou bien sur des lésions prédécollables, hein, des lésions un petit peu érythémateuses, violines, voire un petit peu pigmentées, qui sont en train d'être nécrotiques. Si on met le doigt dessus, une vague pression met à nu l'épiderme. Donc le diagnostic, si ce signe est positif, au vu de l'énoncé de l'interrogatoire médicamenteux de la patiente, c'était une toxidermie bulleuse à type de syndrome de Lyell. Au fond, pour réellement parler de syndrome de Lyell, il faut avoir 30% minimum de surface décollée ou décollable. D'accord ? Donc c'était bien de mettre Lyell. Quand on est à moins de 30%, là vous n'aviez pas suffisamment d'éléments dans l'énoncé pour dire Lyell. Bref, il fallait penser au groupe des toxidermies bulleuses par nécrolyse épidermique. Donc on parle de syndrome de Lyell pour plus de 30%. Entre 10 et 30% de surface décollée décollable, on parle de forme frontière entre Steven Johnson et Lyell. Et moins de 10%, c'est-à-dire qu'il y a peu de signes cutanés, mais c'est surtout des signes muqueux avec des érosions conjonctivales, buccales, génitales, anales. On parle de syndrome de Steven Johnson. Mais un malade qui est le matin se réveille et Steven Johnson peut être le soir Lyell. Hein, c'est un spectre. Voilà. En cours de journée, le malade peut se mettre à décoller en lambeaux. La question, y a-t-il un signe de Nikolsky dans le signe de Steven Johnson, dans le syndrome de Steven Johnson? Le syndrome de Steven Johnson, c'est ce même groupe de toxidermie bulleuse, mais surtout une expression muqueuse, et c'est moins de 10%. Donc 10% d'atteinte cutanée. Donc tu peux avoir un signe de Nikolsky sur les 10% de surface, les 10% au moins de surface cutanée atteinte, décollée ou décollable. Donc au vu de l'énoncé, il fallait évoquer plutôt une toxidermie. Vous aviez une imputabilité intrinsèque chronologique, puisqu'il y avait un délai compatible, non pas avec les antibiotiques qu'avait pris le malade, mais avec l'allopurinol. Je vous rappelle, les toxidermies bulleuses, ça survient entre J7 et J21 après la première prise du médicament. Il y avait une évolution sémiologique tout à fait caractéristique. Ça débute par la fièvre, après il y a les muqueuses, souvent muqueuses buccales, puis conjonctivales, puis génitales anales, puis après les muqueuses, les signes cutanés. C'est vraiment ça. Fièvre, muqueuse, peau. Et puis il y avait une imputabilité extrinsèque de l'allopurinol, qui est un grand inducteur de syndrome de Lyell. On reparlera mardi un petit peu en détail de toxidermie. Les examens complémentaires à visée de confirmation diagnostique. T'écoutes ? Alors j'avais fait une NFS, une hyperéosinophilie pourrait nous orienter. Et j'avais fait surtout une biopsie cutanée pour le diagnostic, qui retrouvait une nécrolyse de l'épiderme.
et une immunofluorescence qui était négative, a priori. Donc il a dit, il a fait une NUM pour chercher une éosinophilie. Je me serais passé de dire que c'était pour l'éosinophilie parce qu'il n'y a pas d'éosinophilie dans le syndrome de Lyell, classiquement. C'est plus pour chercher des cytopénies. On est dans le cadre d'une toxidérmie systémique. On peut avoir des cytopénies associées, comme dans un syndrome d'hypersensibilité. Mais c'est aussi pour surtout vérifier qu'il n'y ait pas de neutropénie. On a dit que la granulocytose, c'est un des diagnostics différentiels devant des signes muqueux fébriles. J'ai dit tout signe muqueux herpès, d'accord? Le malade, il peut très bien ajouter de l'herpès sur une érosion de toxidermie. Toujours vous dire qu'il n'y a pas forcément un seul diagnostic. De la même façon qu'un malade psoriasique qui a des ongles très épais, l'ongle très épais, ce n'est pas forcément une onychopathie psoriasique. Très fréquemment, il y a un champignon surajouté. Donc le malade, il a des érosions muqueuses, il a très probablement des érosions muqueuses en réaction à une toxidermie bulleuse. Il peut très bien greffer de l'herpès dessus. Un pemphigus, ça fait des érosions, c'est très fréquent de faire un Kaposi Juliusberg, une greffe herpétique sur les lésions de pemphigus. Ce n'est pas uniquement la dermatite atopique qui se complique de surinfection herpétique. Bref, toujours vous dire qu'il y a potentiellement les deux. Donc il fallait faire un prélèvement herpétique sur une érosion de la muqueuse buccale. C'est parfois des malades, si on trouve l'herpès, c'est des malades qui, en plus d'avoir toutes leurs mesures de réanimation de Lyell, vont avoir le Zovirax en intraveineux. Tout ce qui était prélèvement bactériologique cutané, c'était plus pour la flore, apprécier la flore du malade, mais pas à visée de confirmation diagnostique. La biopsie cutanée, elle est indispensable et médico-légale. Si vous avez la preuve histologique qu'il y a une nécrolyse de l'épiderme, ça confirme votre syndrome de Lyell. Et en signe négatif, il vous faut la négativité d'une immunofluorescence cutanée directe qui élimine un pemphigus. Puisque un pemphigus peut mimer un syndrome de Lyell, si n'est que dans le pemphigus, il n'y a pas de nécrose. Et l'immunofluorescence est positive. Les éléments cutanés s'étendent. Quel est votre examen clinique quotidien? Déjà, il faut regarder les constantes avec la température, puis l'hémodynamique. Il faut rechercher des signes de déshydratation. À l'examen cutané, on regarde l'extension quotidienne avec la surface corporelle. Et puis on recherche une atteinte oculaire. D'accord. Quand vous avez une question de surveillance, parce que là on est vraiment dans le cadre d'une question de surveillance, mettez une fréquence, d'accord? Donc je vous dis, examen clinique quotidien, il faut mettre tous les combien d'heures? Ce sera coté. Alors évidemment, celui qui met toutes les 4 heures par rapport à celui qui a mis toutes les 6 heures, ils ont le même nombre de points, mais rien que le fait d'avoir pensé à mettre une fréquence, ça peut vous rapporter des points. Donc c'est des malades de réanimation, d'accord? Donc bien évidemment, il y avait tous les paramètres hémodynamiques toutes les 4 heures, pouls, tension artérielle, température, fréquence respiratoire, saturation. La saturation, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'un syndrome de Lyell, il peut très bien décoller au niveau bronchique, et toute désaturation aiguë va vous faire des gaz du sang en urgence. Généralement, on les fait à moins de 95%. Et un malade qui a moins de 75 de PO2, il va directement en réanimation, au moins pour surveillance, car il a grand risque de décollement bronchique. La diurèse, je dis que c'était un malade potentiellement déshydraté, donc la diurèse, c'est souvent des malades qui sont sondés parce qu'ils ont des érosions génitales. Donc diurèse sur 24 heures, donc en continu. Et toute chute de la diurèse doit vous faire suspecter un sepsis. D'accord? On va voir qu'en plus de l'atteinte bronchique, le risque dans les Lyell, c'est les infections, les sepsis. Donc toute chute de la diurèse, chez un malade que a priori vous avez bien rempli, doit vous faire évoquer un sepsis. L'examen clinique quotidien de la peau avec mesure de la surface décollée décollable. Comme je vous l'ai dit, il peut très bien avoir le matin 10%, le soir 90%. Examen quotidien des muqueuses, ophtalmo, buccal, anal, génital, avec un examen ophtalmologique spécialisé 2 à 3 fois par semaine. Bon, là, je disais quotidien, mais il faut au minimum que votre malade, dans les 24 heures après son admission, ait vu un ophtalmo. On va voir que le risque, c'est des cicatrices, des synéchies oculaires. Auscultation cardiopulmonaire, EVA, ces malades qui ont mal, ils peuvent être sous morphine, même ils sont souvent sous morphine. Donc le VA toutes les 4 heures.
Quels sont les risques évolutifs de l'affection? Personne suivante. Alors, une déshydratation, des troubles de la thermorégulation, une surinfection, un choc septique ou hypovolémique, donc détresse respiratoire, atteinte oculaire et récidive. Donc les risques évolutifs de l'affection, il faut les distinguer en complications générales et en complications locales. Premièrement, il y a le décès. 30% des laïeuls meurent. Évidemment, on meurt plus si on est vieux, insuffisant cardiaque, que si on est jeune et en pleine forme. De quoi on meurt? Premièrement, complications infectieuses, donc sepsis, la porte d'entrée principalement cutanée, mais pneumopathie nosocomiale, cathéter, infection urinaire. Et je vous l'ai dit, on meurt de décollement bronchique, de détresse respiratoire aiguë, par décollement endobronchique. Troubles hydroélectrolytiques, donc hypovolémie. En pratique, on les voit relativement peu, parce que c'est des malades qu'on hydrate très facilement, un peu comme des brûlés. Ils ont besoin d'un petit peu moins que des brûlés, mais en pratique, on leur met 2/3 des apports qu'on mettrait à un brûlé. Donc comme ils sont souvent très remplis, en fait, il faut rarement le choc hypovolémique, mais s'il chute la diurèse ou s'il chute la tension, il faut plutôt penser au sepsis. Complications thromboemboliques, c'est les malades qui vont rester alités plusieurs semaines, donc ils ont la prévention systématique. Dénutrition. Voilà pour les complications générales, et il fallait séparer les complications locales. Au niveau cutané, à distance, il y a un risque d'hyperpigmentation séquelaire, les malades qui vont avoir la peau pigmentée pendant des semaines, voire des mois, voire des années. Et les complications locales, c'est les complications muqueuses, principalement ophtalmologiques, avec un risque de bride, de synéchie, qui peut aller jusqu'à la cécité, qui peuvent être complètement aveugles, d'où la nécessité de les montrer à l'ophtalmo 2 à 3 fois par semaine, pour qu'ils prescrivent des soins éventuellement corticoïdes locaux. La question est, y a-t-il une atteinte viscérale profonde? Classiquement non, mais tu peux avoir, comme dans toute toxidermie, entre guillemets, systémique, une petite cytolyse hépatique, une insuffisance rénale, une pneumopathie interstitielle, une méningite aseptique, bref, une atteinte systémique, mais qui ne conditionne pas la gravité. On va voir qui n'a pas de critère de gravité. On va voir qu'il y a une autre toxidermie que vous avez à connaître, qui est le syndrome d'hypersensibilité, le DRESS syndrome, où là, l'atteinte viscérale, avec la grande éosinophilie et la grande cytolyse hépatique, voire l'insuffisance rénale aiguë, par nécrose tubulaire, etc., là, peut tuer le malade. Mais le syndrome de Lyell, il va mourir de ce que je t'ai dit, il ne va pas mourir d'une hépatite médicamenteuse, notamment, d'une toxicité hépatique ou autre. Mais il peut y avoir, comme dans toute toxidémie systémique, une petite touche hépatique, rénale, un petit peu de cytopénie. Voilà. Mais classiquement, il n'y a pas d'éosinophilie, comme a dit ton collègue tout à l'heure. Y a-t-il des soins pour prévenir le décollement bronchique? Non. Au niveau bronchique, pour répondre clairement à ta question, non. C'est uniquement surveiller ton malade, c'est la prévention. C'est surveiller la saturation toutes les 4 heures, faire le gaz du sang dès qu'il est à moins de 95%, et le mettre en réa, qu'il ait un réanimateur à côté, s'il a moins de 95% de SAT ou s'il est très hypoxémique. Mais en prévention du décollement bronchique, non, on n'intube pas systématiquement. Et des fois, l'intubation les aggrave, parce qu'on suffit d'intuber dans le clivage, la zone de clivage, et là, c'est à cata. Mais par contre, il y a la prévention de la surinfection cutanée. Vous verrez qu'en dermatologie, un petit peu de silence, merci. En dermatologie, on met quasiment jamais d'antiseptique sur une plaie qui n'est pas infectée. D'accord? Parce que c'est source d'eczématisation, d'irritation. Par contre, chez les brûlés, et quand il y a une grande atteinte épidermique, quand l'épiderme est mise à nu, on fait des bains antiseptiques. Donc au début, on prélève la flore du malade pour voir quelle est sa flore cutanée, si un jour il s'infecte. Puis on fait des bains antiseptiques, des bains d'ibitane, des bains à la chlorhexidine dans des baignoires, etc. Donc ça, c'est la prévention. On minimise la charge bactérienne au niveau cutané. Mais pour répondre clairement à ta question, prévention du décollement bronchique, non, il n'y en a pas. C'est uniquement de la surveillance, quoi. Et tu ne peux pas prédire si un malade va faire ou pas un décollement bronchique. Il peut très bien, je te dis, être bien le matin et le soir être mort, quoi. Donc on continue, on reprend donc correction de la question numéro 6 du dossier numéro 2. Dernière question, que pensez-vous de la prescription d'allopurinol? Quelle est votre attitude vis-à-vis de la prescription de ce médicament? Donc ici, le traitement par allopurinol n'était pas justifié puisque le patient a une hyperuricémie modérée, mais surtout qu'il n'est pas symptomatique. Et d'autre part, l'attitude vis-à-vis de la prescription de l'allopurinol, il faut donc l'arrêter immédiatement en urgence
parce que c'est lui le déclencheur de la toxidermie selon les critères d'imputabilité intrinsèque et extrinsèque. Il faut le déclarer à la pharmacovigilance. Il va falloir éduquer le patient et lui dire que ce traitement est contre-indiqué à vie. Il va falloir qu'il ait une carte interdisant ce médicament, qu'il ne prenne pas des médicaments tout seul, donc éviter l'automédication, et qu'il consulte en urgence si jamais ça se reproduit avec un autre médicament. Très bien. Donc, premièrement, en fait, c'est la situation la plus fréquente. L'allopurinol, quand il y a une toxidermie grave, le plus souvent, il est prescrit pas à bon escient, c'est-à-dire il est prescrit pour une hyperuricémie qui n'est pas symptomatique. D'accord ? L'allopurinol, il doit être prescrit uniquement lorsque l'hyperuricémie est symptomatique, notamment dans le cadre de crise de gouttes. Exceptionnellement, parfois préventivement, ça peut être prescrit chez l'insuffisant rénal, mais classiquement, l'hyperuricémie, comme ça, banale, du sujet un peu en surcharge pondérale, ne se traite pas par allopurinol hors symptômes. Donc il fallait l'arrêter immédiatement, elle l'a dit, puisque plus on arrête tôt le médicament imputable quelle que soit la toxidermie, meilleur est le pronostic de cette toxidermie. Il fallait l'arrêter définitivement, déclarer à la pharmacovigilance, elle l'a dit, faire un certificat médical au malade, copie dans le dossier, et théoriquement, donc copie au malade, et il est censé porter le certificat sur lui en permanence dans son portefeuille, au cas où. Vous avez des questions sur cette toxidermie particulière? Je voulais en parler quand même dans un dossier parce que c'est une des plus caractéristiques. On en reparlera des toxidermies, je crois, mardi. Mais celle-là, elle est particulière à connaître et surtout, elle peut donner lieu à un dossier en soi. Un dossier qui peut être ensuite un peu de l'AREA, des troubles hydroélectrolytiques, le sepsis, etc., etc.